Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit book haul de la tricherie monumentale. Je vais vous présenter des livres qui sont sortis en mars-avril, donc assez récemment, et que je voudrais lire. Donc je les ai toujours pas achetés, mais je pense le faire incessamment sous peu, c'est-à-dire, peut-être le mois prochain, peut-être dans un an, ça dépendra de mon mood. Mais en tout cas, je me suis dit que peut-être que les livres qui sont un peu dans mon viseur pourraient vous intéresser. Bref, on perd pas plus de temps, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Alors le premier livre que je veux vous présenter, c'est Royal de Paola Alexander et de Edge Kenyon. Il est sorti le 12 avril aux éditions Inceptio. Alors j'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition et j'ai pas du tout vu passer ce livre sur les réseaux sociaux. Mais de ce que j'ai compris, l'histoire va se dérouler dans une France où la Révolution française n'a jamais eu lieu. Donc on a d'un côté la noblesse et de l'autre le tiers-état. Bien évidemment, même si la Révolution française n'a pas encore ou n'a jamais eu lieu, tout dépend du point de vue, c'est pas pour autant que tout le monde est content de ce petit status quo avec d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Et du coup, il y a une rébellion qui va se mettre en place pour, j'imagine, renverser le roi, comme c'était le cas dans notre Révolution française. Enfin, vous m'avez compris. C'est un roman young adulte, donc bien évidemment, il va y avoir de la romance entre 2 personnages qui sont totalement opposés et qui s'attirent. Vraiment, c'est le truc lambda, c'est vraiment la trope qu'on retrouve partout. Donc on aura d'un côté Aléonore qui, est la rebelle un peu et qui fait partie du tiers-état et de l'autre, on aura Arthur, le gars super conservateur et qui fait partie de la noblesse. Bon, maintenant on se connaît très bien et vous connaissez mon amour pour la romance, un amour qui est proche du néant, disons la vérité. Donc j'espère que la romance, ça va pas être la clé de la rébellion et pour reverser le roi ou un truc du genre. J'espère que ce sera pas une connerie du genre. Moi, je veux des complots, je veux du sang et je veux de la trahison, je veux pas des conneries avec de la romance alors qu'en vrai, on a beaucoup plus important à faire et ça me faisait quand même pas mal penser à, au Carmidor. Je sais plus qui a écrit ce livre, je sais que c'est une femme, je sais que c'est une femme française, mais j'ai plus son nom en tête, je suis désolée. Donc je vous mettrai la couverture des Carmidor, juste là ou peut-être là, enfin bref, là où il y aura de la place et du coup, Les Carmidor, c'était un livre adulte, donc il y avait beaucoup de trigger warning. Franchement, il y a tous les trigger warnings possibles et existants dans ce livre. Là, je suis d'accord, c'est du young adulte, donc on va se calmer sur les trigger warnings, mais je vois vraiment quelque chose dans le même style, en fait. Surtout que dans le dernier paragraphe, on met vraiment l'accent sur, comme je disais, les complots, les trahisons et le sang. Donc moi, c'est ce que je retiens du livre. Pour moi, c'est vraiment ça qu'ils veulent mettre en avant. Donc j'espère que l'intrigue et les 400, 300 pages, je ne sais pas combien de pages fait ce livre, feront honneur au synopsis, ce qui n'est pas toujours le cas. On vous voit, les maisons d'édition. En tout cas, ce roman me fait vraiment de l'œil parce que c'est une dystopie déjà, et j'aime bien les dystopies. Et je trouve ça sympa de parler de la Révolution française et de ce que serait la France sans la Révolution française. Ces dernières années, on va pas se mentir, je trouve que les dystopies se ressemblent pas mal. Et là, contrairement à ce qu'on a pu voir ces dernières années, ou en tout cas à ce que j'ai pu voir ces dernières années, on va prendre un élément historique, un élément du passé, pour jouer un peu sur le futur. Et je trouve que ça change. Et en plus, c'est français, donc j'ai bien envie de lui laisser sa chance. Ensuite, deuxième livre qui est sorti, en mars par contre, début mars, le 9 mars aux éditions Flammarion, c'est La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane de Solène Chalvion-Fioriti. Alors là, j'ai pas trop compris la façon dont on avait classé le livre parce qu'on va suivre, l'autrice, donc du coup Solène Chalvion-Fioriti, mais Solène Chalvion-Fioriti est aussi journaliste. Et cette femme, du coup, a été en Afghanistan pour faire son travail. Et du coup, quand elle était en Afghanistan, elle a fait un reportage dans la faculté de droit d'Istanbul et elle va tomber sur un avortement clandestin qui tourne mal dans les toilettes de l'université. Et en fait, c'est avec cet événement qu'elle va rencontrer tout un réseau de féministes afghanes qui distribuent des pilules abortives de façon totalement illégale. Bon, vous voyez où on se trouve, en Afghanistan, donc clairement, les droits des femmes, c'est pas du tout ça, peu importe qu'on soit au 21e, 20e siècle, on s'en balèque en fait des droits des femmes. Et du coup, durant tout le livre, la journaliste va suivre ce groupe de femmes, leur avancée et leur combat jusqu'à l'évacuation du pays l'été dernier. Donc c'est vraiment une histoire
se déroule, il me semble, sur 10 ans. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire et je vous ai dit qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on a catégorisé ce livre en littérature. Parce que du coup, on suit Solène Chalaban-Fiorucci, qui est journaliste. Cette dame existe. Les militantes afghanes qu'elle rencontre existent également. Et le combat qu'elle mène dans ce livre existe aussi. Donc pour moi, ça aurait plus dû être un témoignage. Mais peut-être qu'il y a des scènes dans le livre qui sont romancées, justement pour qu'il y ait un petit peu plus d'action dans le livre. Franchement, je sais pas, c'est la seule théorie que j'ai pour avoir classé ce livre en littérature française. En tout cas, le livre m'intrigue pas mal et je pense le lire cette année déjà parce que c'est un combat qui est d'actualité. Donc je pense que je vais beaucoup en apprendre en lisant le livre, mais aussi parce que j'ai l'impression que l'image qu'on nous présente des femmes afghanes dans ce livre sera un peu différente, même peut-être totalement différente de celle qu'on nous présente dans les médias en France. C'est-à-dire que là, on aura des afghanes qui se mobilisent et qui s'entraident pour défendre leurs droits. Donc c'est à l'opposé en fait de l'image de la femme soumise qu'on voit dans les documentaires, dans les articles, bon, vous voyez quoi, à la télé et sur internet en France. Ensuite, j'ai grave envie de lire Un long, si long après-midi d'Infa Vesper. Il a été publié aux éditions La Martinière et c'est sorti le 4 mars, donc c'est encore une sortie du mois dernier. Et je pense que parmi tous les livres de ma sélection, c'est vraiment celui que j'ai le plus vu sur les réseaux sociaux. À sa sortie, j'avais vu pas mal de posts dessus sur Instagram notamment. Et j'avais vu que Babelio proposait un concours et une rencontre avec l'autrice, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, le livre a bénéficié d'une grosse pub. Donc là, c'est un roman policier, un thriller, je sais pas trop, qui va aussi parler de classe sociale. De ce que j'ai compris, l'histoire se déroule dans les années 60 aux États-Unis, dans une petite banlieue de Californie, et on a deux personnages principaux. On a Joyce qui est une femme blanche riche, et on a Ruby qui est une femme noire et pauvre. Et détail assez important, Ruby, c'est également la femme de ménage de Joyce. Et du coup, durant un petit après-midi, comme ça, totalement lambda, Joyce va disparaître. Donc Joyce, c'est la dame blanche, je le rappelle. Et tout ce qu'on va retrouver comme trace, ce sera une petite tache de sang dans sa cuisine. Et bien sûr, comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, qui est-ce qu'on va accuser ? Ruby, la femme noire qui n'a rien demandé à personne. La dame, elle est là, elle veut juste venir balayer chez les gens pour avoir un petit peu d'argent. Et elle se retrouve accusée de meurtre. Et ce qui me paraît super intéressant dans ce livre, c'est que Ruby, elle va pas du tout se laisser faire. Elle va vraiment se battre pour faire entendre sa voix et se battre pour ses droits et pour qu'on la laisse un peu tranquille parce que la dame, elle est là, elle vient faire le ménage et tout d'un coup, on lui dit oui, il y a une trace de sang, la dame a disparu, c'est vous qui l'avez tuée. Pardon. C'est un roman qui parle de féminisme, c'est un roman qui parle de racisme et je trouve ça aussi original qu'on mêle une enquête policière en fait à ces deux thèmes. Après, peut-être que vous vous posez la question, mais ce n'est pas un roman on voice, c'est un roman qui est écrit par une dame blanche, mais j'ai entendu pas mal de bons retours de personnes noires dessus, donc ça m'intrigue encore plus. Je me répète, mais j'ai vraiment envie de lire ce livre en 2022. Donc si là, quand je vous en parle, le livre vous fait de l'œil, et sinon, si vous l'avez déjà dans votre palle et tout, bah, faites-moi un petit signe, faites-moi un geste de main, mettez un commentaire, je ne sais pas, mais en tout cas, faites-vous connaître pour qu'on puisse s'organiser une petite lecture commune pour le lire ensemble. Voilà, c'était l'instant pub lecture commune. Si mon appel te touche, eh ben, écoute, fais-toi connaître. On continue ma petite liste de lectures qui m'intéresse avec Journal intime d'une féministe noire d'Axel Dja-NJK. Donc là, c'est sorti aux éditions Le Diable Vauvert et c'est sorti également en mars, plus précisément le 3 mars. Donc bon, là, comme le dit le titre, on va suivre une femme qui s'appelle Axel et c'est une jeune femme noire. Et vous savez quoi, elle est également féministe. Voilà, tout était dit dans le titre. Donc là, on va suivre Axel qui évolue dans l'univers des médias et de la littérature. Donc déjà que de base, elle est minoritaire en France. Autant dire que là, dans ces deux milieux, elle doit être encore plus minoritaire. Je pense qu'elle croise pas beaucoup de noirs quand elle travaille. Et en fait, durant tout ce petit livre, il fait genre une centaine de pages, de ce que j'ai vu, je crois 100 ou 150 pages, je sais plus. Elle va avoir plein de réflexions sur son identité, donc ce que c'est qu'être une femme noire en France, mais aussi ce que c'est d'être une mère, comment gérer les violences physiques et sexuelles dont elle a été victime,
ou comment elle gère son rapport au corps ou à la sexualité. Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce livre et franchement, je trouve que ça fait plaisir de voir que maintenant, on n'est plus obligé de piocher dans des livres qui viennent des États-Unis pour lire des textes et des expériences de personnes qui me ressemblent, quoi. Il commence à y avoir pas mal de littérature et d'essais écrits par des femmes racisées et ça fait vraiment plaisir de voir que, bah, finalement, le féminisme en France se diversifie un peu. On reste sur le même thème avec Un livre pour faire la différence d'Élodie Aude Arnola, aka La Bouctillaise, et ça a été publié par l'association Tirage de tête et c'est sorti, il me semble, mi-mars, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment envie de lire ce livre, mais je ne sais pas si ce sera possible parce que j'ai pas effectué de précommande en février. Je me disais: «Bah, tranquille, je l'achèterai en temps et en heure quand je voudrais le lire, quand voilà, je saurais pas quoi lire ou quand je serai dans le mood» et en fait, il est en rupture de stock. Petite présentation de la Boutiesse pour ceux qui la connaissent pas. Elle tient une page Insta et un blog qui se concentre sur les romans avec, de la diversité et elle milite pour plus de diversité et surtout de représentation des personnes issues de la diversité. J'ai beaucoup dit diversité dans ma phrase, là en plus ma phrase est super longue, je suis désolée. Elle milite pour plus de diversité et pour plus de représentation, dans la littérature française. Donc là, elle a écrit un petit manifeste, vraiment tout petit, il fait une centaine de pages et elle va expliquer comment elle a vécu et comment elle vit toujours le manque de diversité dans les livres et elle essaie d'apporter des solutions pour changer tout ça. Quand j'ai lu le synopsis de son manifeste, je me suis rendu compte qu'effectivement, en tant que jeune lectrice racisée, c'est pas forcément facile de se retrouver quand on lit, des histoires avec des personnages qui sont systématiquement blonds aux yeux bleus, enfin, c'est pas facile de s'y retrouver parce que, bah, comme vous voyez, je suis ni blonde, et je n'ai pas non plus les yeux, bleus. Mais voilà, après de mon côté, j'arrivais toujours à y trouver mon compte. Je pourrais pas vous dire, pourquoi, mais écoutez, c'est pas ce que je voulais vous expliquer là tout de suite maintenant, donc c'est pas grave si j'arrive pas à vous expliquer pourquoi. Ce que je voulais dire et ce que j'ai tilté, en fait, en lisant le synopsis, c'est que je comprends un peu plus pourquoi quand j'étais enfant et quand j'étais ado, il y avait des personnes racisées qui me disaient que la lecture, c'était une activité de blanc et vu que je lisais des livres, bah, que j'étais pas une vraie noire. Parce que, bah, leur logique, c'était que si la majorité, des livres étaient écrits par des personnes blanches et que tous les personnages étaient blancs, bah, du coup, forcément, eux, ils sont pas blancs, donc c'est pas un univers, une activité dans lequel ils peuvent se projeter. Et en vrai, il y a une certaine logique, je me rends compte à ce qu'ils, disaient. Enfin, ils l'ont pas forcément exprimé comme ça, c'est moi maintenant en tant qu'adulte qui vous le dis comme ça, mais en gros, c'était l'idée qu'ils avaient en tête. C'est assez triste, mais je tenais quand même à faire mon petit mea culpa envers ces personnes que j'ai jugées ultra fort durant, mon enfance et je suis quelqu'un qui juge vraiment très, très fort. Donc je m'excuse auprès de vous. Je comprends un peu plus votre logique, mais je tiens quand même à, ajouter une fois de plus que vous avez le droit de lire. Voilà, si vous m'écoutez et que vous tombez sur ma vidéo maintenant que vous avez genre presque 30 ans, vous pouvez toujours ouvrir un livre les amis. Ensuite, prochain livre, on reste encore dans tout ce qui est, racisme, identité, personnes racisées, avec nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on nous cache aux éditions Rajo et en partenariat avec l'asso d'Iveka. Il y a énormément d'autrices dans ce livre, donc je vais prendre mon livre et vous les citer. Le livre est juste derrière moi. Le livre est juste derrière moi, c'est ce que je disais. Donc il y a Aya Sissoko, Awa Ndongo, Grace Lee, Nocturne, Sarah Sessouk et Jennifer Padjemi. C'est sorti le 13 avril et je vais pas trop parler de ce recueil ici parce que j'ai fait tout un vlog dessus. Mais bon, pour faire court et le présenter rapidement, c'est un recueil de 6 nouvelles rédigées par 3 lauréates et par 3 ambassadrices, d'un concours d'écriture. Le concours d'écriture a été organisé du coup par la maison d'édition, Rajo et par l'association d'Iveka et l'objectif du recueil, c'est de mettre en avant la voix des personnes minoritaires dans le milieu littéraire et de proposer des histoires originales avec des personnes racisées qui se questionnent sur leur identité. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce recueil. Ce sera la seule chose que je vais vous dire ici, parce qu'encore une fois, j'ai fait un vlog dessus. Donc, si le concept vous intéresse, je vous conseille de regarder le vlog parce que je vous parle des 6 histoires, ce que j'ai apprécié dessus, ce que j'ai un petit peu moins apprécié.
Voilà, voilà. Ensuite, on va finir avec 2 sorties en VO qui me font grave de l'œil. Je pense qu'après un si long après-midi un long, si long après-midi, c'est vraiment les 2 lectures qui me font le plus envie. Donc le premier c'est Hope and Glory de Jendela Benson et il est publié aux éditions William Morrow et ça sortira le 19 avril. Donc on va suivre Glory qui vit une vie assez confortable à Los Angeles et son père va décéder brutalement et du coup elle va rentrer à Londres pour ses funérailles. Le truc, c'est qu'une fois qu'elle rentre à Londres, elle va se rendre compte que, les membres de sa famille ne vont vraiment pas bien et ça a pas forcément un rapport direct avec, la mort brutale de son père. Donc par exemple, on a son frère qui est en prison, on a sa sœur qui a stoppé, net sa carrière alors qu'elle avait vraiment une carrière à laquelle elle tenait, pour prendre soin de sa famille et ensuite on a sa mère qui est, au bout, mais vraiment au bout du rouleau. Donc Glory va décider de rester à Londres pour arranger tout ça et essayer de, soulager les membres de sa famille. Mais durant son séjour, elle va découvrir que sa famille garde un secret assez lourd. Je sais pas ce que c'est le secret, on n'en parle pas dans le synopsis, on n'en parle pas dans le résumé et clairement, les membres de sa famille non plus ne veulent pas en parler. Sauf que Glory va vraiment forcer pour connaître la vérité sur ce secret et ça va créer un gros bordel dans sa famille. Donc là, on a un livre qui va parler, de deuil, de relations familiales, de quête d'identité et il y aura également de la romance. Je suis un peu sceptique, j'avoue, sur l'aspect romance de ce livre parce que j'ai pas envie que le gars qu'elle rencontre, ce soit la réponse à tous ses problèmes. Heu, c'est un roman qui est supposé être familial, donc ça me foutrait le seum que la romance prenne le pas, en fait, sur, l'aspect familial. Mais bon bref, on verra ce que ça donne. Et pour finir, le dernier livre que je veux présenter aujourd'hui, c'est Take My Hand de Delaine Perkins Valdez aux éditions Berkeley et il sort également le 19 avril. Donc l'histoire se déroule dans les années 70 en Alabama, cette chère région des États-Unis que tous les Noirs chérissent. Et on a Sybil, une jeune afro-américaine qui vient d'obtenir son diplôme d'infirmière. Donc comme toutes les personnes qui viennent d'obtenir leur diplôme, Sybil pense qu'elle va changer le monde et qu'elle sera super épanouie dans son boulot, c'est bien, il faut avoir de l'espoir. Donc elle est super impatiente de commencer à travailler, de pouvoir aider sa communauté, et cetera. Sauf que ces 2 premières patientes, ce sont, 2 petites afro-américaines pauvres de 11 et 13 ans et en fait, la famille des filles va demander à Sybil de leur prescrire des pilules contraceptives parce que, malheureusement, à cette époque, une époque qui est pas du tout lointaine, hein, je le rappelle, être une jeune fille noire et pauvre, c'était vraiment le combo perdant. Donc, les parents, ils veulent un peu assurer leurs arrières, ils veulent, entre guillemets «protéger» leur fille des conséquences de possibles, je sais même pas comment dire ça sans que ce soit trop glauque, mais voilà, ils se disent: «On sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on va vous prescrire la pilule contraceptive». Du coup, ça va également faire de la peine à Civil et elle va un peu prendre cette famille sous son aile et il va y avoir un drame. On ne sait pas c'est quoi le drame, mais de ce que j'ai compris, on va faire un saut dans le temps et arriver plusieurs années plus tard, c'est-à-dire à la fin de la carrière de Civil et il va se passer un événement, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi l'événement, qui va faire tilt en fait chez Civil et elle va se battre pour rendre justice à la victime de ce drame. Quel drame? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le drame qui s'est passé il y a 30 ans? Est-ce que c'est le drame qui se passe maintenant? Est-ce que c'est les 2 drames? Je ne sais pas du tout, ce n'est pas dit dans le synopsis. Mais en tout cas, ce qui s'est passé va vraiment être un élément déclencheur pour, Civil, pour se battre un peu plus pour sa communauté et vraiment faire entendre leur voix et leur rendre justice. Take My Hand, c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça va clairement être un récit assez dur, je pense. Après, je sais que dans les années enfin au XXe siècle, il y avait pas mal de choses glauques qui se passaient aux États-Unis sur le plan médical pour les Afro-Américains. Tout ce qui est, contraception forcée, ou même le fait qu'on file des médicaments aux femmes afro-américaines pour qu'elles ne puissent plus du tout avoir d'enfants. Il y avait vraiment des trucs glauques qui se passaient, à cette époque, pas si lointaine encore une fois, je le rappelle et je sais pas si ça aura un rapport avec ça, je sais pas si ce sera plus, sur les droits civiques. Je sais pas, mais en tout cas, le synopsis était assez mystérieux, donc j'ai bien envie de voir ce qu'il en est. Bref, on arrive à la fin
de cette petite vidéo. Je pense qui va durer une plombe. Heu, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez lire un long, si long après-midi, en lecture commune, faites-moi signe. Je serais vraiment super contente qu'on puisse le lire à plusieurs et si l'idée de ce petit book haul revisité, bah, vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me vois bien faire une petite vidéo tous les mois comme ça avec des livres qui vont sortir prochainement ou qui sont sortis récemment. Bref, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!